bienvenue sur la chaîne du Comité national olympique marocain. C'est toujours un réel plaisir de vous recevoir, de partager avec vous nos réflexions sur des thématiques liées au sport national et international. Merci pour votre présence, pour votre fidélité et pour vos encouragements. Aujourd'hui, nous abordons un sujet autour du sport et l'universalisme, ou comment le sport peut jouer un rôle important dans le dialogue entre les cultures et les peuples. Pour répondre à toutes ces questions, pour aussi répondre à vos questions, nous avons des invités de marque pour ce soir. J'accueille Laurence Fischer. Laurence, bonjour. Bonjour Hassan, bonjour à toutes et à tous. Merci à toi d'avoir accepté notre invitation. Ambassadrice pour le sport, triple championne du monde de karaté et plein d'autres activités que nous allons aborder tout à l'heure. Merci Laurence. J'accueille également François Durper. François, bonjour. Bonjour Hassan, comment ça va? Bonjour à tous. Très bien. Merci pour ta présence. Merci d'avoir accepté de partager avec nous cette visioconférence. François, journaliste, docteur agrégé en histoire et aussi occasionnellement, tu fais du vélo. Donc, tu es aussi un grand amateur de sport. Et triple champion du monde de rien du tout. On peut dire par correspondance, tiens. Alors, nous avons aussi un autre invité qui est Abdeltif Benassi, ancien équipe de… Ah ben, c'est Abdeltif, il est avec nous. Magnifique, magnifique. Bonjour à tous, ravi d'être là et puis je suis content de revoir certaines personnes, notamment Mademoiselle Fischer, que je connais très bien. Absolument. Je suis un fan puisque j'ai commencé par le karaté. Alors, donc, voilà. Bon, en tout cas, c'est un réel plaisir de vous recevoir et de vous avoir sur ce plateau virtuel de la chaîne du Comité national olympique marocain. Voilà. Merci. Merci pour votre présence. Alors, avant d'aller sur notre sujet sport et, je dirais, universalisme, moi, je voudrais poser une question à Laurence. Ambassadrice pour le sport, c'est quoi? Quelles sont vos missions? Quels sont vos projets? Parlez-nous de cette nouvelle fonction. Laurence. Oui, bah, écoute, merci Hassan pour la question. C'est une fonction effectivement qui est nouvelle, qui est récente. Ça fait 1 an et demi que j'ai cette fonction au sein du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et d'abord vous dire à quel point c'est une fierté et un honneur de porter le sport français dans toutes ses dimensions à l'international, en tant qu'ancienne athlète, en tant que femme et passionnée de sport. Donc c'est assez extraordinaire, avec aussi le grand moment qui nous attend en France, qui sont les Jeux olympiques et paralympiques, mais aussi juste avant, un peu en miroir avec le Japon, évidemment France 2023 et la Coupe du monde de rugby, voilà, qui arrive cerise sur le gâteau après tous ces grands événements qu'ont pu accueillir la France. Et donc en fait ma fonction elle est assez récente effectivement, et elle n'est pas forcément connue, mais je pense qu'elle gagne à l'être, notamment et j'espère pour nos autres pays homologues passionnés de sport, ou pas d'ailleurs. c'est comment c'est porter le sport comme outil de rayonnement du rayonnement international de la France, dans tout ce qu'elle peut avoir de compétitivité, mais aussi de création d'emplois, par exemple. C'est porter à la fois, enfin, comment vous dire, la fonction a été créée en 2014, justement en se disant, on a accueilli beaucoup de grands événements, et on avait à cœur d'accueillir les Jeux olympiques et paralympiques, et de mobiliser l'ensemble des acteurs français, du mouvement sportif et institutionnel, pour vraiment amener ces Jeux olympiques et paralympiques en France. Et de là, en fait, c'est créé toute une stratégie autour de l'accueil des grands événements sportifs internationaux, et puis de la mobilisation du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, qui est
le troisième plus grand réseau diplomatique mondial, et en considérant que le sport est un outil de soft power. Voilà, et ça a été assez extraordinaire parce que c'était de cette capacité de mobiliser le réseau et toutes ces compétences qui sont très transversales, comme le sport. Ça va de la mobilisation pour accompagner nos entreprises qui ont une expertise et un savoir-faire en matière de sport. À travers, on a je pense à France Sport Expertise, j'ai eu France Sport Expertise de manière plus récente, mais c'est Business France, et vraiment soutenir les entreprises qui vont pouvoir apporter leurs compétences dans des pays qui accueillent aussi les grands événements, par exemple, mais aussi sur le volet attractivité. On est aussi un pays, du fait, comme je vous l'ai dit, où on a accueilli la Riders Cup, la Coupe du Monde de foot, dernièrement la Coupe du Monde de foot féminine. On a accueilli, vous voyez, de grands événements, la Coupe du Monde de rugby déjà en 2007. Et donc, c'est aussi, on a Roland-Garros, le Tour de France. On sait que c'est une source. Si j'ai bien compris, Laurence, c'est une activité, je dirais, très prenante par rapport à tout l'événementiel sportif. Mais est-ce que vous, en tant qu'ambassadrice, vous avez des projets bien précis sur lesquels vous travaillez en relation avec le sport et le français et le reste du monde, par exemple? C'est ce que je vous explique. Sur la dimension business, sur la dimension activité, donc on travaille à savoir comment on peut mieux accueillir les gens qui veulent découvrir ou participer, célébrer le sport en France. Pareil, on l'a classiquement Tour de France, Roland-Garros, on a nos pistes de ski aussi, c'est une grande source d'attractivité. Et puis le dernier point qui fait peut-être ma plus-value, puisqu'on l'avait évoqué, c'est tout le sujet. Et ça fait partie, et notamment en Afrique, de manière, Emmanuel Macron l'a annoncé le 28 novembre à l'occasion du discours à Ouagadougou, de l'impact qu'on peut avoir le sport sur la jeunesse et cette capacité à pouvoir être un magnifique outil, comme on le sait, d'éducation, et donc dans cette transversalité de santé, d'inclusion, d'émancipation, d'égalité femmes-hommes. Et par ce biais-là, c'est aussi tout le travail actuel qu'on peut faire, notamment par exemple en accompagnant, en collaborant avec par Dioko les JOJ à Dakar en 2026. Donc on y participe. Vous voyez, c'est ce type d'initiative, ou alors en s'associant de manière très très forte avec l'AFD, l'Agence française pour le développement, qui est une agence qui est un opérateur du ministère des Affaires étrangères, pour accompagner des projets, je pense à Sport en commun, et aussi accompagner des athlètes entrepreneurs, à la fois africains et français, sur des projets d'entrepreneuriat social. Laurence, est-ce que dans votre valise diplomatique, il y a des projets avec le Maroc? Oui, c'est une bonne question, Hassan, merci. Le Maroc, en fait, ça a toujours été une grande amitié entre nos pays, par aussi, et plus particulièrement par le travail avec les fédérations. Et les fédérations, notamment de sport de combat. Je pense au taekwondo, judo, boxe, karaté. Ah bon? Je me suis dit, tiens, Laurent, t'as oublié. Non, mais en tout cas, il y a vraiment des collaborations depuis toujours, d'échanges de compétences sur des stages, des formations. Voilà, c'est très ancré dans nos échanges, et c'est vraiment porté par l'ambassade, par la diplomatie, mais aussi, je pense, alors malheureusement, il y a eu la crise sanitaire qui nous est tombée dessus, mais il y a eu, par exemple, à l'occasion de la journée de la paix, le 6 avril, à l'initiative de l'ambassade, une course pour la paix qui était organisée. Voilà, ce type d'initiative qui est portée par la diplomatie aussi, au service. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà.
Bon, en tout cas, merci beaucoup, ce qui nous emmène à dire que bon, le sport, le rayonnement à l'international, les relations avec les autres pays, bon, on est tout à fait dans l'universalisme. Mais moi, j'aimerais quand même vous poser la question, est-ce que cette notion d'universalisme et de sport, est-ce que c'est une réalité ou c'est juste une illusion? Peut-être on va voir du côté histoire. François, qu'en dit Oui, l'histoire Hassan. par rapport à cette question? Voilà, donc moi je suis préposé au cours d'histoire, ça tombe bien, je suis historien, je vais essayer de pas trop vous ennuyer, mais de poser un peu les bases, le cadre un peu historique. La question pour l'historien, Si c'est vous me est-ce que permettez, François, vous avez plusieurs cordes à votre arc quand même, hein, parce que ouais, vous êtes le grand spécialiste de l'Amérique, par exemple. Hein. Moi, oui, je vous c'est un vois pays, souvent sur les plateaux de télé en train de parler de l'Amérique. effectivement, le sport est très important là-bas, hein, dans les universités notamment. Et c'est vrai que la question d'historien, c'est est-ce que finalement le sport, il a toujours existé et est-ce qu'il a existé dans toutes les régions du monde? Là, évidemment, c'est la définition du sport. Qu'est-ce que c'est que le sport? Alors, si on définit le sport comme un exercice physique, j'allais dire que le chasseur-cueilleur et même l'agriculteur, après la révolution néolithique, il pratiquait du sport. Mais en fait, le sport, quand on définit le sport comme exercice physique, on ajoute toujours que c'est un jeu. Il faut que, d'ailleurs, des sports en latin, c'est bien le jeu. C'est un exercice physique, mais que l'on fait pour jouer, alors que l'on fait pour jouer individuellement ou qu'on fait pour jouer collectivement. Et ça, ben, effectivement, on en trouve partout. On en trouve en Mésopotamie, en Égypte, en Chine. On en trouve des traces en Crète, 15 siècles avant notre ère. Donc oui, le sport est universel. En revanche, le sport moderne, le sport tel qu'on le connaît aujourd'hui, ben, il n'est pas universel. Je suis désolé de mettre ce pavé dans la mare. Le sport qu'on connaît aujourd'hui, il est anglais. Il est anglais et il est né au 19e siècle, en pleine révolution industrielle. Et en fait, c'est trois choses. C'est un, le goût des records, la compétition. Deux, c'est le lien avec un marché, le capitalisme. Ça rapporte de l'argent, le sport. Évidemment, on parle d'amateurisme, mais très rapidement, on s'est organisé aussi pour que ça génère un business. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est l'organisation, la mise en place de règles. Hein, et les Anglais sont très forts là-dessus. Ils ont mis en place des règles pour le golf, pour le cricket, etc. Et donc, malheureusement, ce n'est pas Pierre de Coubertin qui a inventé, en quelque sorte, l'internationalisation du sport tel qu'on le conçoit depuis les Anglais, hein, c'est la colonisation. Et là, effectivement, au moment où Pierre de Coubertin s'exprime et au moment où il crée le Comité international olympique en 1894, le cricket, il existe déjà en Inde. Et le cricket, c'est un sport britannique, mais les Anglais ont mis en place le cricket en Inde pour coloniser, pour civiliser et aussi pour diviser un peu les différentes communautés. Hein. Plus vous savez jouer au cricket et plus vous êtes proche du colon britannique. Donc, si vous voulez, il y a eu ce moment de colonisation qui est très important. Et je vais vous donner, et si vous prenez une carte du cricket aujourd'hui, c'est encore une carte de l'Empire britannique. Je vais vous donner deux exemples pour vous montrer que le reste du monde ne s'est pas laissé faire et qu'en quelque sorte, eh bien, il y a effectivement quand même une universalisation du sport. Premier exemple, c'est la Chine. On va voir une image. Les Chinois, quand ils ont vu arriver les colons européens qui voulaient imposer leur sport hein, dans toutes les écoles et dans toutes les académies, ils se sont dit, oh là là, il faut absolument qu'on aille chercher du côté de nos exercices physiques et de nos jeux ancestraux, traditionnels. Et donc, tout au long du 19e siècle et tout au début du 20e siècle, ils ont mis en place, eh bien, ils ont notamment, évidemment, remis au goût du jour, et là, vous allez, je vois vos sourires par avance, les arts martiaux, parce que les arts martiaux ont toujours existé de tout temps en Chine, au Japon, mais c'est à cette période que les Chinois se disent il faut absolument qu'on fasse quelque chose, parce que nous, on a notre sport et on ne veut pas être bouffé hein, par les colons et par leur football ou par le sport qui cherche à nous imposer. Deuxième image, ce sont des lutteurs chinois. Ça, c'est un jeu de ballon. Hein. Il n'y avait pas que les arts martiaux. Les Chinois jouaient au ballon déjà au XVIe siècle. Ça, c'est la lutte chinoise. Et donc, les autorités disent il faut absolument mettre ça en avant dans nos écoles. Je veux vous terminer cette histoire de la Chine pour vous dire que finalement,
la République démocratique chinoise, la République populaire chinoise, créée en 1949, elle s'est appuyée ensuite sur le CIO. Elle s'est dit, j'arrive pas à me faire reconnaître par l'ONU, alors je vais me faire reconnaître par le CIO. Et donc, elle a réussi à grignoter un peu de l'officialisation, de la reconnaissance diplomatique en passant par le CIO, avec le premier à avoir été champion du monde pour la Chine, République populaire de Chine, c'est 1959, et c'était un champion de ping-pong. Le deuxième exemple, et puis ensuite, évidemment, 2008, c'est la consécration, c'est Pékin qui accueille les Jeux et qui se sert des Jeux Olympiques très clairement, eh bien, pour montrer au monde entier que la Chine est passée devant. Et il gagne plus de médailles d'or que les États-Unis. Donc là, on n'est pas vraiment dans un universel complètement pacifique, on est quand même dans une compétition avec les États-Unis. Ça faisait 72 ans que la première place en médaille d'or n'était pas allée soit à l'Union soviétique, soit aux États-Unis. 2008, c'est aussi une grande date parce que c'est le record de l'excellence universelle. C'est-à-dire que le nombre de pays à avoir gagné le nombre de médailles d'or, c'est 87. C'est un record dans toute l'histoire de l'olympisme. Le deuxième exemple que je vais prendre assez rapidement, c'est l'Afrique. Alors l'Afrique, avec une image qui arrive, c'est une image de lutte sénégalaise. La lutte sénégalaise, ce n'est pas encore un sport olympique, mais c'est pour dire que le sport, quand l'Afrique a vu arriver aussi les sports coloniaux, eh bien, ils se sont dit, mais nous, on a aussi notre tradition, on a aussi nos sports. Et la lutte sénégalaise, comme son nom l'indique, le Sénégal n'existe qu'à partir de 1960, c'est quand même une recréation d'un sport à partir de luttes traditionnelles dans les villages, notamment dans le sud, l'équivalent du sud du Sénégal aujourd'hui, la Casamance, chez les Sérères, notamment chez les Diola. Et aujourd'hui, il y a cette structuration d'un sport qui a finalement été un des vecteurs de l'identité nationale sénégalaise, parce qu'aujourd'hui, eh bien, la lutte sénégalaise se partage entre tous les Sénégalais. Deuxième image que je vais vous montrer, et là c'est assez fort, c'est la manière dont l'Afrique, et notamment le Congo, s'est servi des sports internationaux dans une sorte de panafricanisme pour montrer au monde qu'ils existaient. Alors, je vous le fais très rapidement. Les Belges ont essayé d'apporter le football dans les années 50 au Congo belge. D'ailleurs, l'indépendance du Congo a failli avoir lieu parce qu'il y avait toujours des mouvements de révolte quand l'équipe du Congo était en compétition avec des équipes belges, Liège, Bruges, Anderlecht. Mais c'est resté cette histoire du foot et le Zaïre, le Congo devenu Zaïre, est devenu le premier pays pas d'Afrique parce qu'il y avait d'abord l'Égypte qui avait participé à la Coupe du Monde, mais le premier pays d'Afrique subsaharienne a participé en 1974 avec Mobutu qui s'est servi du sport pour montrer au monde qu'il existait. Une deuxième image que vous connaissez évidemment, c'est quelques mois après cette image, c'est évidemment ce grand match à Kinshasa où Mobutu accueille évidemment Mohamed Ali qui est la star de l'Afrique et du monde, ancienne médaille d'or olympique, on s'en souvient, 1960. Pour les États-Unis, oui. Évidemment, mais là, il était devenu professionnel. Et donc, une manière de montrer au monde que Kinshasa était la capitale du sport international et que Kinshasa, l'espace d'un combat, était devenu la capitale du monde. Et puis, troisième image que je voulais vous montrer, elle me semble assez importante, c'est peut-être un sport que peut-être que vous connaissez ou vous ne connaissez pas, c'est le Dzango. Et le Dzango, eh bien, c'est un sport très intéressant qui est pratiqué et qui est aux Jeux africains de Brazzaville montré en exhibition. Il est pratiqué dans les cours d'école au Congo. Et là, c'est vraiment particulier. Là, on n'est pas dans l'universel, on est dans quelque chose de particulier, mais que l'Afrique essaie de mettre en avant. Et c'est intéressant ce sport, le Dzango, parce que vous voyez, ça se joue avec on piétine un peu avec. C'est un jeu de pied, ça veut dire jeu de pied en lingala. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on demande c'est un sport féminin, c'est important. Et quand on demande aux femmes pourquoi pratiquent le Dzango, eh bien, c'est les valeurs universelles parce qu'elles répondent quoi? Elles répondent pas à la compétition, elles répondent pas à gagner de l'argent, elles répondent pas être plus fort que l'adversaire, elles répondent travailler son équilibre,
elles répondent se souvenir de son enfance parce que je jouais au Django quand j'étais dans la cour d'école. Elles répondent, eh bien, c'est une philosophie de vie parce que le Django, il y a une grande part de hasard et donc c'est une manière de se dire on gagne un jour mais on ne gagne pas toujours. Et je joue au Django parce que ce sport est beau, parce que c'est beau, parce que ça ressemble aussi à la danse. Et donc, ça me paraissait important de terminer au moins cette première petite intervention sur le fait que ben voilà, on a un sport qui est à la fois universel, mais qui se pratique que du Congo au Gabon. Il est un peu exporté au Gabon, mais vraiment, là, on est dans un sport qui est particulier, mais qui a des valeurs universelles. Alors, pourquoi pas en exhibition, mais c'est vous qui avez le pouvoir aux Jeux Olympiques prochains ou de 2024, on verra. Puis peut-être dans quelques minutes, je vous ferai mon podium des grands moments où le sport a participé à l'universel et à la paix du monde. Avec plaisir. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, François, pour ce rappel historique qui me semble très intéressant. Donc, moi, je retiens en quelque sorte 3 choses. Oui, le sport est universel parce que depuis la nuit des temps, il se pratiquait dans le monde entier. Mais le sport a été aussi utilisé à des fins politiques. Hein. Et puis, il y a des sports qui ne sont pas universels, qui restent des sports pratiqués sur un plan local. Et on reviendra dessus. Cependant, je note aussi que le sport a permis, malgré tout ça, un échange et des rencontres interculturelles et une ouverture vers l'autre. Et là, je voudrais demander l'avis du Sir Abdelatif Benazzi, qui est ancien capitaine de l'équipe de France du rugby. Et je sais que dans le rugby, il y a 3e mi-temps, c'est-à-dire l'échange, l'amitié. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est votre réaction par rapport à ce rappel historique, Sir Abdelatif? Oui, d'abord, très intéressant l'exposé de notre cher ami Durper. Voilà, donc au-delà de moi, ce que j'ai constaté à travers mon expérience, à travers ma pratique de rugby, c'est qu'au-delà que ce soit un sport bien sûr anglo-saxon, mais il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup de, c'est un mode de vie, hein, il y a vraiment une tenue un petit peu à pouvoir pratiquer ce sport sur le terrain et en dehors. Alors la règle prime beaucoup. Là. Beaucoup de gens disent que le rugby c'est un sport très compliqué, mais un sport c'est très codifié. Il y a beaucoup de codes et évidemment, des fois on a du mal un peu à saisir un petit peu ces codes-là, mais en tout cas tout est disséqué d'une façon très intelligente pour que ça se passe très bien dans le respect de ces règles, dans le respect de l'adversaire, dans le respect de l'arbitre, dans le respect des partenaires, dans le respect du public. Donc, une symbolique, par exemple, quand on finit le match, des fois, il y a vraiment un combat très dur, c'est que les équipes font une haie d'honneur à l'équipe qui gagne. Donc, le perdant se présente avec une haie d'honneur, les gagnants rentrent et après ils se mettent aussi vice-versa. Et on fait cette haie d'honneur qui est propre vraiment à cette culture de vie. Et bien sûr, vous avez évoqué la 3e mi-temps qui est très, très, très importante. Ce fameux banquier qui est d'abord très ritualisé par une tenue. Vous savez, on fait toujours les sélections, les premières sélections des joueurs, ce qu'on appelle les capes, et on va leur remettre une cape qu'on mettra sur la tête et qui est symbolisée par cette première sélection et qui est félicitée par tout le monde pour ces jeunes joueurs qui ont commencé leur carrière internationale avec leur équipe nationale. Il y a aussi la tenue, il y a le smoking. On est habillé d'une façon un peu anglo-saxonne. Voilà, on est obligé, vous savez, des pays comme la France ou les pays méditerranéens ou latins, des fois, sont un peu moins disciplinés que les anglo-saxons. Donc, des fois, on oublie d'amener un petit peu le bouchon monde, tout ça. Mais tout ça, c'est vraiment quelque chose qui est réglementé. Et puis, surtout à la fin de chaque repas, il y a un toast qui est porté à l'équipe qui a gagné. Et puis voir des fois à la reine d'Angleterre, puisque ce sport a été inventé par les anglo-saxons et l'Angleterre. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est très, très ritualisé, qui est très intéressante dans la mesure où ça permet beaucoup d'échanges avec ces personnages. Alors des fois, il y a le frein de la langue, vous savez, et puis de suite, on se sent très familier, puisque certaines équipes même mettent à disposition, par exemple, les tables en croisant les joueurs adverses avec les joueurs locaux. Voilà, donc même si on ne parle pas la langue des fois, ben, il y a des choses, il y a un courant qui se passe, et puis forcément, un petit peu, le courant passe, et puis il y a une relation qui se crée. Voilà, donc encore une fois, il y a, au-delà de l'activité elle-même, il y a des choses qui sont
symboliquement très forte dans cette discipline. Et puis aussi, quand on a la chance de représenter un pays, vous l'avez dit tout à l'heure, on est quelque part les ambassadeurs de ce pays-là. Quand on part un petit peu dans des pays lointains, non seulement on représente l'équipe nationale sur ce sport-là, mais aussi on porte une mission. Moi, j'ai un souvenir, par exemple, l'équipe de France nous a envoyé en Nouvelle-Zélande en 90, et juste après un incident diplomatique qui s'est passé, si vous vous rappelez de l'histoire de Rombo Warriors, quand on a coulé ce bateau de Greenpeace par les services secrets français. Et donc, tout le Pacifique, on voulait à la France. Et puis, la chose qui a décompté le langage qu'il y a, c'était l'équipe de France de rugby qui est allée parce que, à travers le sport, les discussions commencent. À travers le sport, les discussions et les tensions s'apaisent. Et derrière ça, la politique a pris le relais. Et c'est vrai qu'on est parti un peu. On a eu quelques sifflets au départ, mais une fois que le match a été engagé, qu'il y a eu un fair play exceptionnel, les choses sont décomptées encore une fois. Deuxième fait politique, la Coupe du Monde 99, le fameux match France-All Black à Twickenham en Angleterre, où vous avez peut-être ceux qui l'ont suivi ce match-là, j'ai senti la première fois que les Anglais chantaient la Marseillaise, parce qu'ils supportaient l'équipe de France, ils voulaient combattre les All Blacks, les fameux Zélandais. Et pendant cette période-là, il y a eu une crise politique entre le pays britannique et la France rappelez-vous, sur la fameuse vache folle, le problème de la viande. Et donc, l'ambassadeur à l'époque nous disait qu'il y avait 200 journalistes qui venaient l'insulter tous les jours. Et après cette victoire contre les fameux All Blacks et le chant, la Marseillaise chantée par le peuple anglo-saxon, je peux vous dire que derrière ça, ça a apaisé les choses. Donc, voilà, donc quand on est joueur, on est un petit peu innocent de tout ça, mais d'un seul coup, on est envahi par une responsabilité qui est assez extraordinaire. Donc, vous êtes tenu par une façon d'être, un mode de vie, une espèce de relation à votre activité qui dépasse des fois le simple activité physique parce que vous êtes porteur d'une mission quelque part. Voilà, donc encore une fois… J'aimerais quand même revenir sur ce point-là. Le rugby pacificateur, le rugby qui a réuni, et plein d'autres sports qui l'ont fait aussi. Moi, je me rappelle aussi que Nelson Mandela, que vous avez d'ailleurs rencontré, qui a préfacé un de vos livres, Nelson Mandela s'est appuyé sur la Coupe du Monde de rugby pour unifier le peuple sud-africain. Voilà, ça aussi un fait exceptionnel. Vous savez, moi j'étais dans ce pays plusieurs fois. Je peux vous dire qu'en 2 années, en 93, on est allé une fois, j'ai vu des choses qui m'ont chagriné bien sûr beaucoup, mais qui m'ont aussi choqué. Quand vous voyez des endroits, des plages only black, only white, des restaurants, des toilettes, un séparatisme et une espèce de discrimination qui était vraiment réelle. 2 ans après, il y a eu cette fameuse Coupe du Monde, et si vous avez vu le film Invictus de Clint Eastwood, c'est vraiment la réalité. La politique, des fois, a pris le pas sur le sport, mais le fait que Mandela s'en est rendu compte que cette Coupe du Monde générait 2 milliards de téléspectateurs, il l'a utilisé pour des fins politiques. Donc, ça veut dire qu'il voulait que l'Afrique du Sud soit champion du monde pour attirer l'attention du monde réel. Et c'est vrai qu'aussi, il a utilisé ce mélange culturel, ce qu'il appelait lui-même l'arc-en-ciel sud-africain, ce qu'il voulait imposer les joueurs de couleur dans l'équipe qui était historiquement blanc. Parce que le maillot Springbok, c'est un maillot symboliquement des Afrikaners. Quand vous allez remettre un maillot All Black de Springbok à un jeune de couleur, il ne l'accepte pas. Mais il voulait absolument casser cette image-là. Et il a unifié vraiment donc, il y avait un joueur qui était de couleur qui s'appelait Chester Williams, qui est malheureusement décédé il y a quelques années, qui était la star. C'était le Mohamed Ali de l'Afrique du Sud. Même s'il était rugbystiquement un peu inférieur, mais cet engouement l'a boosté pour qu'il soit un grand joueur. Et ça a donné un espoir à 26 millions de gens de couleur qui ont vraiment adopté ce sport-là parce qu'ils avaient un personnage historique qui est Mandela, qui a vraiment porté cette Coupe du Monde pour changer le pays. Et j'ai vu moi-même, parce que quand on me croise dans la rue, modestement, on me dit toujours Abdelatif, ton essai, il aurait pu propulser l'équipe de France en finale, voilà, gagner la Coupe du Monde, mais là, est-ce que tu as marqué, pas marqué, mais
la question n'était pas là. La question, s'il y avait la vidéo, bien sûr, on aurait vu que j'ai marqué, mais l'arbitre a décidé une telle décision pour permettre tout simplement à l'Afrique du Sud d'accéder en finale. Et il fallait accepter, parce que quand on est compétiteur, on est déçu, on se sent un petit peu lésé, parce qu'on a préparé une compétition pendant des mois, c'est nos Jeux Olympiques à nous, tous les 4 ans, on l'attend. Mais quand vous sentez cette injustice, vous êtes un petit peu touché dans votre orgueil, mais ça n'a pas duré, croyez-moi, très longtemps, parce qu'il a fallu une semaine pour assister à la finale et voir Mandela habillé par ce maillot de Springbok, symbole de l'apartheid, et dire que ce n'est pas la victoire de 15 joueurs sud-africains, mais de 42 millions de Sud-Africains. Et vous voyez les Blancs serrer les Noirs dans leurs bras. C'était inimaginable. Inimaginable. De Nelson Mandela et du rugby, je voudrais revenir au football aussi, et je voudrais citer un homme qui a marqué, je dirais, le football français et international. Il disait la chose suivante: donner, recevoir, partager, ces vertus fondamentales du sportif sont de toutes les modes, de toutes les époques. Elles sont le sport. Et c'est Aimé Jacquet qui disait ça. Ce qui nous emmène à parler des valeurs du sport. Moi, je voudrais vous poser une question ouverte. Pour vous, quelles sont les valeurs du sport et ces valeurs qui unissent en quelque sorte une partie de l'humanité? Peut-être Laurence? Pour finir, juste une parole que Mandela a dite, oui. Le sport a le pouvoir de changer les êtres. Il amène l'espoir là où il y a le désespoir. Ça, c'est vraiment, ça peut toucher tout le monde. Quand on pratique le sport, c'est pour ça qu'on le veut universel, parce qu'il est porteur de certaines valeurs qui peut donner l'égalité à tout le monde. Ça rejoint un petit peu ce que disait Aimé Jacquet par rapport à cette question de valeur du sport. Et pour vous, quelles sont les valeurs du sport? Par exemple, les gens qui nous regardent et qui se disent, on parle beaucoup des valeurs du sport, mais quelles sont ces valeurs du sport? Laurence? Oui, c'est vrai qu'il y a quand même, elles ont entre les lignes et puis été dites très clairement aussi à travers, par l'exemple. Mais je crois que, en fait, c'est ce qui nous caractérise, être humain, dans ce qu'on a de meilleur et dans nos besoins qui sont, quand on parle d'amitié, c'est des choses extrêmement fortes qu'on vit. Avec les personnes avec qui on partage la passion, l'amour de la pratique. Mais moi, je pense que la notion de respect, par le fait que aussi on apprend à se respecter à travers aussi Latif, tu en as parlé des rituels, mais des règles qui nous sont communes. Je pense que c'est extrêmement constructif grâce à ces points qu'on nous met qui sont là pour pouvoir pour pouvoir échanger grâce à ces règles-là, dans le respect et l'intégrité de ce qui nous caractérise. Et puis, je pense que, après, il y en a beaucoup des valeurs. Hein, et ce que peut-être que j'aurai l'occasion aussi de vous donner l'exemple même aussi de comment elles peuvent se traduire au-delà de ce qui aussi peut-être peut nous caractériser, Abdelatif et moi, sur le fait qu'on soit des athlètes de haut niveau. C'est aussi des valeurs qui sont portées par le CIO. J'ai parlé de l'amitié, mais l'excellence aussi. D'ailleurs, c'est que cette capacité à pouvoir se dépasser, à donner le meilleur de soi jusqu'à atteindre des sommets. Et puis, c'est la solidarité. J'en aurais plein des valeurs et en même temps d'être en capacité de la transmission. Je ne sais pas si c'est une valeur, mais c'est intrinsèque aussi à la spécificité de la pratique de l'activité physique et du sport. Au-delà du très haut niveau. Et j'aime à dire aussi que l'universalité se traduit par le fait qu'elle est au-delà de la pratique, en fait. Elle se traduit par une incarnation même dans la vie de tous les jours. Voilà. Et c'est un peu ce vers quoi on tend quand on est
Alors, on a une petite coupure avec Laurence, mais je voudrais revenir sur Saabtef Benassi par rapport à ce que disait Laurence, les valeurs de l'olympisme, l'excellence, l'amitié, le respect. On retrouve beaucoup de respect dans le rugby, dans plein d'autres sports. Et moi, je voudrais, Saabtef, vous poser une question. Ces valeurs qu'on retrouve dans le sport, et tout le monde en parle, et qui sont universelles, pourquoi ne sont pas reprises au niveau politique et au niveau sociétal? Parce qu'on l'a tout simplement parce qu'on l'a politisé. Politiser le sport. Quand le sport ne rime pas avec politique, et quand on met la politique là-dedans, eh bien, elle casse un petit peu tous ses codes, malheureusement. C'est pour ça que les anciens athlètes qui veulent s'investir un petit peu dans des missions. Pourquoi? Parce que quand on fait du sport, et je ne parle pas des sports de haut niveau simplement, je parle du sport pour tous. Vous pouvez pousser votre personnalité à se découvrir. Vous apprenez à vous connaître. Vous mettez votre corps à l'épreuve. Donc, du coup, ça vous pousse des fois à enfreindre la règle. Et là, vous avez un éducateur ou quelqu'un qui va vous maîtriser. Donc, vous poussez votre personnalité à une certaine limite que d'un seul coup, vous apprenez beaucoup de choses de votre personnalité. Donc, du coup, vous rentrez dans un cadre qui va vous apaiser et qui va vous donner une façon de se conduire dans la vie de tous les jours ou par rapport à ses coéquipiers. Et vous aurez une certaine exemplarité des fois quand vous arrivez à un certain niveau à suivre. Donc, vous avez ce truc. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Mais une fois que le sport, et notre ami François l'a évoqué, génère de l'argent, on met du business là-dedans, vous avez d'autres facteurs qui arrivent, qui vont entourer ces athlètes, qui vont entourer cette organisation, ces matchs, ces Coupes du Monde, etc., et qui sont des fois avec des codes qui sont étrangers aux sportifs. Et des fois, la politique aussi se mêle. Moi, je connais plein de dirigeants qui s'investissent, qui n'ont pas été des sportifs de haut niveau ou autres, mais qui s'investissent dans la gestion d'une fédération ou autre pour des fins simplement politiques. Et ça, c'est quelque chose qui nuit des fois à l'universalité du sport. C'est pour ça qu'on lutte pour dire que, attention, la vie aujourd'hui, elle est tellement compliquée. Il y a tellement de phénomènes de cette globalisation des fois qui peut être néfaste. S'il n'y a pas certaines valeurs que le sport peut apporter, que la culture aussi peut apporter, que d'autres domaines peuvent apporter, on pourrait sauver certaines choses. Et encore une fois, pourquoi l'économie joue un rôle dans certains pays ou autres? Pourquoi le sport ne va pas jouer un trait d'union entre certains pays qui sont en conflit? On peut le faire. J'ai évoqué tout à l'heure quelques incidents qu'il y a eu diplomatiques, etc. Croyez-moi, je l'ai vécu de près, ça a atténué beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que c'est un moment de vérité, parce que vous allez donner de l'apaisement et de l'émotion à des gens qui sont étrangers à votre langue, à votre race et autres. Et c'est un langage universel, commun, qu'il faudra pousser pour qu'on puisse vraiment être représentatif de cette société qui est de plus en plus dure aujourd'hui. Merci, Saabtef. Je voudrais revenir vers vous, Laurence. Est-ce que dans votre mission de diplomate ou d'ambassadrice pour le sport, est-ce qu'il y a justement ce volet transmission des valeurs, insister sur les valeurs, partager davantage les valeurs du sport? Mais je pense que c'est peut-être aussi pour ça que j'ai été choisie à travers mes engagements très concrets, spécifiquement sur les femmes et le fait de penser que les femmes aujourd'hui victimes de violences peuvent être… on va en reparler tout à l'heure de ce projet. On va en reparler. Ouais. Mais alors, spécifiquement dans ma fonction, vous savez, ça se traduit beaucoup aussi par la spécificité de la diplomatie et porter la paix. Quand on parle d'éducation, de santé, quand on parle d'inclusion, à quoi est-ce qu'on l'associe? À quoi est-ce qu'on l'associe? Là, on parle de notre condition d'être humain. On parle aujourd'hui de la Covid, aujourd'hui quand on est dans des pays en conflit, le corps en mouvement, c'est bien que c'est l'incarnation des valeurs, elles se font par ça. François l'a dit, le jeu, ça donne des sourires, c'est tout ça. Nous, comment on le traduit ici au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, c'est accompagner des projets qui vont dans ce sens-là. Je prends par exemple avoir identifié Terres Emmêlées qui va faire un magnifique travail qui a commencé tout petit à Madagascar auprès des jeunes femmes qui sont
des conditions compliquées et qui s'émancipent par la pratique du rugby. Ça va être accompagner des athlètes qui ont un très fort potentiel et pouvoir apporter des bourses pour qu'ils s'épanouissent à travers leur passion qui est le sport. Ça, vous voyez, ça se traduit de cette manière-là très concrètement, ou alors de pouvoir avoir une influence par les valeurs que porte la France. Et voilà, et quand moi, il y a par exemple ma fonction, il y a eu un moment très, très, très dur. Ça a été quand il y a eu l'exécution en Iran d'un lutteur. C'était il y a 3 mois. Et on a fait ici le maximum pour que ça n'ait pas lieu. Et en disant que voilà, on condamne la peine de mort. Et c'est voilà, ce type d'initiative qu'on peut avoir aussi, vous voyez, sur des sujets très complexes. Ou alors, encore tout à l'heure, j'étais en réunion avec le Niger, où on soutient un projet qui s'appelle Aux Jeunes, qui est l'Olympiade de la jeunesse du Niger. Et on accompagne les éducateurs dans les écoles, enfin les enseignants et les enseignants, à amener la mixité à travers le sport auquel ils n'ont pas accès dans la pédagogie, dans un accompagnement. Alors, en attendant que Laurence revienne dans la connexion, c'est ça, ce sont les aléas du direct ou des lives. Moi, je voudrais faire juste une petite parenthèse pour vous dire à vous, messieurs, et à Laurence aussi, qu'il y a beaucoup de messages de salutations des personnes qui nous suivent, qui regardent avec nous ce webinaire, qui vous saluent, et plus particulièrement un monsieur que j'affectionne et qui est secrétaire général du Comité national olympique marocain, qui est aussi secrétaire général de la Fédération royale marocaine de golf, et qui vous salue et qui passe ses salutations à nos chers intervenants. C'est Saabtef Id Mahamma. Voilà, Saabtef, ton message est passé. Alors, il y a d'autres messages qui vous saluent. Il y a des questions que j'encourage les personnes qui nous suivent, qui nous regardent, à les poser, que je vais reprendre tout à l'heure. Alors maintenant, je voudrais vous poser une question un peu provoque. Coubertin qui a repris une phrase, vous allez la reconnaître, plus vite, plus haut, plus fort. Moi, je dis, quels sont les dangers de cette culture de la gagne et de la performance à tout prix? Est-ce qu'il n'y a pas des dangers à vouloir chercher toujours à aller plus haut, plus vite, plus fort? Peut-être un petit mot de Saad Benazi? Non, mais moi, j'approuve un petit peu ce slogan parce qu'il n'y a pas plus réjouissant pour un sportif, et c'est un sportif de haut niveau particulièrement, de se découvrir et découvrir son potentiel de plus en plus. Vous savez, la nature humaine, elle est sans limite. Moi, je parle du principe que l'impossible is nothing, rien n'est impossible. Et le fameux slogan des All Blacks, les fameux All Blacks, pourquoi ils sont forts? Pourquoi sur 100 matchs, ils sont capables de gagner 90 matchs? Parce que après leur succès, ils oublient ce qu'ils ont fait déjà, et ils se disent qu'il y a toujours un potentiel à aller chercher. Voilà. Mais encore une fois, tout ça dans une réglementation qui bannit le dopage, qui bannit les excès, qui bannit tout ça. Là, on touche l'être humain propre de son intérieur. Ça veut dire qu'il va faire une recherche sur soi-même de quoi il est capable de faire et la limite à laquelle il veut. Le fameux haka qu'ils font les All Blacks, vous savez le symbole de quoi? Le haka, c'est parce qu'ils étaient une petite minorité poursuivis par des colons qui faisaient 10 fois plus le nombre, et ils ont accepté de faire une prière tout simplement et de se démultiplier symboliquement. Je suis un, mais je suis en même temps 10 pour pouvoir combattre. Voilà. Donc c'est quelque chose qui est fascinant de pouvoir dire que l'être humain est capable de faire des choses assez exceptionnelles en puisant dans son fond intérieur et qu'il n'est jamais rassasié. Ça, ce slogan, moi, c'est assez stimulant et c'est une adrénaline qui est très forte parce que ça vous apprend l'humilité pour vous dire que jamais n'est acquis, que vous êtes capable de faire des choses extraordinaires, qu'il y a toujours des gens plus forts, mais encore une fois, dans la règle des choses. Si jamais dans une espèce de pureté qui touche propre à l'humain. C'est ça qui est intéressant. François, une réaction par rapport à cette notion de toujours se surpasser, toujours cette culture un peu de la performance? Votre micro, François.
Est-ce que Merci. vous m'entendez? Voilà, super. Oui, je dirais que le sport, c'est à la fois ce qu'il peut y avoir de meilleur et ce qu'il peut y avoir parfois presque de pire. Je donne un exemple. Tu as posé la question à Hassan de savoir quelle est la valeur fondamentale. Pour la question olympique, c'est clair, c'est la valeur de la paix. C'est que en 776, au moment où on a créé, où ça s'est créé l'olympisme, en 776, c'était le roi d'Élide qui voulait faire la paix avec le roi de Sparte. Et donc, il a organisé une rencontre. À l'époque, c'était une seule épreuve, c'était le 200 mètres. Et ils ont, le temps d'une épreuve, fait la paix plutôt que la guerre. Et je voudrais vous montrer juste mon petit podium quand même des grands moments de paix de ce siècle passé est lié au sport. Le troisième, alors c'est très subjectif, la médaille de bronze, je vous la montre, c'est les pongistes américains qui, en 1971, sont invités par Mao en Chine. Et là, c'est absolument incroyable, des amateurs américains, et ce n'est pas les meilleurs du monde en ping-pong, mais ils sont invités par Mao et ils deviennent les plus grands diplomates de leur pays. Et 2 ans après, Nixon est invité en République populaire de Chine. Et avec la phrase incroyable de Mao, la petite balle a fait changer la grosse balle, c'est-à-dire le monde entier. Donc voilà ma médaille de bronze, subjective évidemment. Ma médaille d'argent, c'est 98. Laurence disait l'amour comme valeur. Et cette deuxième image, c'est 1998 avec la rencontre évidemment Iran-États-Unis. Je n'ai pas choisi la photo des deux équipes entremêlées, j'ai choisi la photo des supporters entremêlés. Pourquoi je l'ai choisi? Parce que c'est indépassable. Là, le sport a été plus loin que la diplomatie. Et encore aujourd'hui, la diplomatie n'a pas réussi ce rapprochement encore États-Unis-Iran, alors que le sport y est parvenu pour 90 minutes. Et ma médaille d'or, ça c'est pour Abdelatif, évidemment. C'est indépassable. 95, il t'a cité Invictus. Et c'est évidemment, on va voir l'image qui va arriver. C'est évidemment François Pinard qui reçoit de Mandela cette Coupe du Monde. Et moi, je me souviens très très bien, j'étais complètement en guerre contre cette équipe d'Afrique du Sud depuis des années, comme militant anti-apartheid. En guerre aussi parce que j'étais pas content, la France avait perdu et Abdelatif, j'étais devant mon écran, je criais, je disais non, j'espère que les Blacks vont vous venger. Et en fait, j'avais rien compris du tout parce que quand j'ai vu cette image, évidemment, tout s'est décomposé. Et il fallait évidemment cette image de Mandela portant ce maillot des Springboks, c'est ce maillot d'une équipe qui a été mis au banc de la communauté internationale pendant des années pour que ce rapprochement s'effectue. Et puis, de l'autre côté, pour répondre à ta question, il y a le tableau sombre. L'image j'allais dire, la médaille de bronze du pire, c'est Hongrie-URSS 1956, parce que le sport, ça sert aussi à faire la guerre. Et 1956, on va voir l'image, les Jeux Olympiques de Melbourne, avec ce visage, je ne sais pas pourquoi la photo passe pas, non, elle passe plus, bon, tant pis. Ervin Zador, si on peut voir cette image d'Ervin Zador qui sort de la piscine, vous vous en souvenez, massacré par les soviétiques, et puis les arbitres ont arrêté avant, parce qu'en Australie, il y avait beaucoup d'immigrants hongrois, et donc on avait peur pour la sécurité des Russes. Si on avait pu montrer la deuxième image, c'était évidemment la deuxième image importante. C'était là. Voilà, vous voyez l'image. Là, c'est l'image de 56. On ne l'a pas vue. C'était voilà, celle-là. Et la deuxième image que vous avez vue, ce que je voulais mettre, c'est évidemment en pleine guerre froide, cette équipe 1980 américaine amateur, puisque les professionnels n'avaient pas le droit de participer, qui avait été battu 10-3 contre les soviétiques quelques semaines avant, et qui là se sont transcendés. Alors c'est une image magnifique de sport, mais on a quand même l'impression que c'était vraiment une image de guerre, parce qu'il fallait à tout prix battre les soviétiques, et là on s'est transcendé, mais pour des raisons nationalistes évidentes. On a montré la guerre dans la piscine et sur la glace, et puis il y a la guerre tout court, et c'est l'image évidemment la pire, 5000 morts à cause du sport. C'est la dernière image, Honduras-Salvador, Coupe du Monde 1970. Le Salvador l'emporte, mais c'est surtout la guerra des football.
qui va commencer, 5000 morts, et évidemment, cette histoire très très triste suite au barrage entre le Honduras et le Salvador. Plus haut, plus vite, plus fort, dans le désordre, j'allais dire, et moins humain. Parce que si on va plus vite, plus haut, plus fort, on peut aussi être moins humain. C'est évidemment le dopage, mais j'allais dire le dopage, c'est presque l'histoire du XXe siècle. Pour les années à venir, c'est l'histoire du transhumanisme. Parce que si on veut aller plus haut, plus fort, plus loin, très rapidement, eh bien, on va se dire il y a des choses, des réalités augmentées qui vont permettre d'aller beaucoup plus loin dans ça. Et c'est pour ça que l'universalisme et c'est pour ça que l'olympisme a un message à donner qui est au-delà des valeurs, un message très concret. Laurence va le développer, je pense, c'est l'intégration encore beaucoup plus forte du sport féminin, parce qu'il faut rappeler quand même, on voit des images de sport féminin, mais ce que génère le sport féminin dans le monde, c'est 4% seulement des médias, de la médiatisation du sport. Vous entendez bien, 4% de la médiatisation du sport dans le monde est dévolue aux femmes. Alors évidemment, médias, ça veut dire aussi finance. S'il y a sous-médiatisation, il y a sous-financement. Deuxième chose, c'est le lien avec l'école, et je pense que Laurence va en parler. Pour 2024, des choses incroyables sont en train de se faire avec un label 2024 dans les écoles, collèges et lycées, où il y a un travail, où chaque école, chaque collège et lycée a un projet autour du sport, mais un projet de transformation du quartier. Et là, c'est comment on peut intégrer ça. Et puis, c'est aussi l'olympisme, se mettre en conformité avec non pas des valeurs, mais la pratique de l'universel, en faisant en sorte, par exemple, que les athlètes du Sud, que en fait un village olympique ne ressemble pas à un aéroport. Vous savez, dans les aéroports aujourd'hui, il y a des hubs, et puis c'est toujours les mêmes qui sont dans le terminal C, terminal D, terminal E. Et c'est toujours les mêmes aussi qui font les queues avec les passeports qui ne vont pas. Alors le village olympique, lui, il ne doit pas ressembler à ça, il doit ressembler à un village où effectivement, l'Afrique, parce que c'est le continent qui est peut-être le plus en difficulté économiquement, soit au cœur de ce village et où tous les athlètes se rencontrent réellement, font la paix pendant cette période-là et sèment la paix pour la période qui vient. Merci beaucoup François. Donc je résume effectivement le sport, je dirais, peut rassembler les peuples, peut créer ce dialogue interculturel, peut rapprocher les peuples. Le sport véhicule beaucoup de valeurs qui peuvent effectivement participer au développement de l'être humain. Le sport peut apporter aussi un dépassement de soi, aller explorer, comme a dit Saabtef, je dirais, les possibilités et le champ des possibles, mais aussi, il faut faire attention pour qu'il ne soit pas utilisé à des fins politiques, à des fins de destruction, et il faut mettre un cadre pour contrôler tout ça. Et on trouve effectivement, et vous avez bien fait de le citer, des personnes qui portent des projets fort intéressants. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je reviens vers Laurence et je reviendrai vers vous, c'est Abdeltif. Laurence qui porte un projet très ambitieux et qui a déjà fait ses preuves, Fight for Dignity. Fight for Dignity, si je dois résumer, c'est comment accompagner avec une approche multidisciplinaire des personnes victimes de violences. Peut-être un mot sur ce projet, Laurence? Oui, merci Hassan, et je ferai vite. Enfin, je suis assez bavarde, j'avoue. Mais en fait, oui, le constat que j'ai fait, j'ai toujours été très engagée par l'éducation, par le sport, parce que justement, pour tout ce qu'on s'est dit sur les valeurs, l'universalité du sport. Et j'ai bourlingué, j'étais en Afghanistan, en Haïti, après le séisme, au Burundi, au moment où il y a eu un accord de paix entre les rebelles et le gouvernement burundais. Donc, j'ai toujours été extrêmement sensible à l'impact aussi à travers un marathon de la paix, je tiens à le préciser, pour le Burundi, à Bujumbura. Et puis, j'ai fait la rencontre extraordinaire du docteur Denis Mukwege, qui a été récemment co-prix Nobel de la paix avec Nadia Mourad, et de constater, je l'avais déjà constaté quand on parle d'inégalité femmes-hommes, de peut-être simplement parce qu'on est jeune fille ou femme, de avoir moins accès à l'activité physique et au sport parce qu'on est une femme, pour plein de raisons qui font qu'on n'y a pas accès. Et puis le docteur Mukwege, il était malheureusement devenu célèbre, il est gynécologue parce qu'il est devenu un spécialiste de la chirurgie réparatrice des femmes victimes de viols,
viol utilisé comme arme de guerre. Donc en fait, en gros, les jeunes filles se font pipi et caca sur elles parce qu'elles ont les parties génitales détruites par des violences sexuelles notamment. Voilà, donc ça a commencé en 99. Je l'ai rencontré en 2013 à l'occasion du Forum mondial des femmes francophones. Et je ne savais pas que c'était possible, en fait. Je ne savais pas que le viol pouvait être utilisé comme arme de guerre. On est dans l'extrême, hein, je vous l'accorde. Et je voulais à tout prix accompagner le docteur dans ce combat qu'il menait avec l'expertise, celle qu'on a, celle du sport et de l'activité physique pour ce public-là. Et j'ai découvert qu'en fait, j'ai constaté que spécifiquement sur les violences corporelles faites aux femmes, là, en l'occurrence aux jeunes filles, mais aussi aux enfants, qui entraînaient un traumatisme psychologique, rien n'était fait, ou très peu de choses sont faites pour les accompagner, pour une réappropriation de ce corps qui a été meurtri, et également, comme nous on le sait, redonner confiance, estime de soi après avoir subi ce traumatisme, parce que ce traumatisme-là entraîne stigmatisation, on est exclu, on est en plus du traumatisme, c'est double peine. Et en étant femme, en plus, voilà, ça complique aussi tout le champ de la maternité, de vouloir fonder une famille, etc. Et voilà, j'ai fait ce constat-là, que de manière accessible et adaptée, rien n'était proposé aux femmes victimes. En RD Congo, spécifiquement dans le Kivu, qui est une région... une des plus riches du monde en matière par rapport aux sources minières, mais qui connaît le chaos. Ouais, exactement, cobalt, coltan, or diamant, où les enfants travaillent dans des conditions, travaillent déjà pour récolter ça. Les femmes sont donc, enfin voilà, ça se passe très mal. Et quand je vous dis ça, je l'ai dit en France aussi, et on m'a dit, mais pourquoi tu ne fais pas ça en France aussi? Donc j'ai mis en place un programme de karaté et de football au Congo, où j'ai formé un Franck, l'enseignant, qui est congolais et qui transmet une fois par semaine une pratique accessible et adaptée, comme je vous l'ai dit. Et il se trouve que la spécificité des violences faites aux femmes et aux jeunes filles et la réponse corporelle aujourd'hui et l'engagement du mouvement sportif et du sport de manière adaptée au traumatisme psychologique qu'entraînent ces violences, voilà. C'est le constat qu'il y a très peu de choses qui sont faites, il y a très peu d'engagement. C'est pour ça que j'ai créé Fight for Dignity, parce que les petites m'ont dit au Congo, eh bien, le sourire, la volonté, l'engagement, des meilleures sensations, un meilleur rapport au corps, une meilleure estime de soi, elles avaient plus confiance en elles. Et puis au bout de 2 ans, j'en ai eu certaines qui m'ont dit, moi, je veux transmettre. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout, en fait, parce que le fait que j'ai cette volonté-là, je me dis que c'est vraiment une solution. C'est vraiment une solution. Et on le fait dans un contexte pluridisciplinaire, comme tu l'as dit, Hassan, c'est-à-dire que l'efficacité, et je rejoins sur même quand en fait finalement c'est un travail d'équipe, d'experts qui accompagnent de manière adaptée et en connaissance de cause spécifiquement les petites et les femmes. Donc on a médecins, infirmiers, des formations professionnalisantes, on a tout un volet juridique pour qu'elles se rendent compte des droits qu'elles ont, hein, même s'il y a beaucoup d'impunité. En tout cas, en RD Congo, c'est un vrai combat, le volet juridique. Et j'ai transféré ça. Vous imaginez que le concept est né en RD Congo et je l'ai proposé en France où on fait la même chose et on duplique en formant des enseignantes. À la Maison des Femmes de Saint-Denis, on va être à Women's Safe dans l'Est, dans l'Ouest parisien, on va descendre dans le sud de la France en formant des enseignantes qui pourront être en capacité d'accompagner ces femmes en grande vulnérabilité et ces jeunes filles pour qu'ensuite elles aient aussi peut-être la volonté, enfin on les encourage à pratiquer. Pour ça, on a lancé une action recherche avec l'Université de Strasbourg parce que, comme je vous l'ai dit, on manque de connaissances et de données sur la spécificité du traumatisme et de l'impact de la pratique du karaté, mais ça reste de l'activité physique. Pour en savoir plus et surtout pour pouvoir permettre à d'autres disciplines de s'approprier cette connaissance et qu'on puisse proposer à plus de femmes, plus de jeunes filles grâce à d'autres disciplines cette on voit d'ailleurs méthode que j'ai créée.
on a mis le lien de votre site, fightfordignity.net. Voilà. Merci beaucoup, Laurence. Dans un autre registre d'accompagnement et d'engagement de sportifs de haut niveau, je voudrais me retourner vers Saabtef Benazi, qui est président de l'association Nour. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur l'objectif de cette association, Saabtef? Ben, l'objectif, c'est de Nour, comme ça se prononce, et justement, comme ça fait lumière en arabe, c'est pour apporter un éclairage à une nouvelle génération, un petit peu, par le biais de l'éducation et du sport. Je n'ai pas oublié moi-même quand on m'a tendu la main et le pouvoir du sport, ce qu'il a fait sur moi, puisque moi-même, quand j'étais jeune, j'étais introverti, on m'appelait en arabe pose de gros, donc vous savez, les jeunes à l'école sont méchants des fois pour qu'ils critiquent un petit peu. Donc des fois, ça peut être blessant, ça peut même rendre introverti, etc. Donc le sport m'a joué un rôle fédérateur et extraordinaire pour ma confiance. Voilà, et surtout la main tendue par ce professeur que je n'oublierai jamais au collège. C'est pour ça que ça aussi, c'est un autre sujet, on en parlera peut-être tout à l'heure, le rôle du sport à l'école, qui est un peu déserté d'ailleurs, le préau, ces derniers temps, notamment, que ce soit au Maroc ou en France d'ailleurs. Voilà, donc j'ai créé cette association quand j'ai fini ma carrière parce que, comme disait Laurence, donc d'abord nous, on était très sollicités sur les actions humanitaires. Et quand on est très sensible comme ça, on ne peut pas, après sa carrière, garder les choses pour soi. On ne peut que tendre la main comme on l'a attendu quand on était jeune. Donc il y a ça à transmettre parce qu'on connaît le pouvoir de ce sport, ce que peut réaliser tout, ce ne sera pas des Zidane ou des Neymar et autres, mais ils auront vécu ce cheminement un petit peu de confiance en soi, de ce partage, de cette solidarité qui fait partie d'un groupe, d'un projet, et qui va leur donner une confiance de pouvoir porter leur avenir en main. C'est ça qui m'intéressait. Donc je sais que le jeune est réceptif, le jeune, il capte, il n'est pas encore pollué par la société. Donc, si on ne touche pas cette jeunesse dès l'âge de 7, 8 ans, 10 ans, 11 ans, ils peuvent partir sur d'autres chemins qui peuvent des fois être nuisibles pour la société, notamment l'extrémisme ou la récupération ou la drogue ou autre. Voilà, donc notre devoir, c'est pour ça que j'ai créé UNO. Aujourd'hui, je suis à pratiquement presque de 5500 enfants poursuivis avec 17 écoles créées depuis 2002, écoles scolaires, hein, ce soit en rénovation et tout ça, avec leur enceinte sportive dans la région de l'oriental du Maroc et un projet aussi qui a été porté au Mali et au Sénégal. Voilà, donc ça c'est… Si je peux me permettre, ce sont des écoles que vous installez à travers l'association Nord, essentiellement dans le milieu rural, le milieu reculé. Rural, retiré. J'ai une convention avec les délégations qui représentent un petit peu le ministère de l'Éducation qui me fournit un cahier de charge et un professeur ou deux en fonction des besoins. Vous savez, même si l'éducation au Maroc elle est très importante et obligatoire, le gouvernement et le ministère ne peuvent pas créer une école dans un hameau où il n'y a que 4 maisons ou 6 maisons. Par contre, il va créer une école à 14 km ou 15 km et ses enfants vont pouvoir faire tout ce chemin à pied, l'hiver, l'été, etc. Et puis surtout les filles, des fois c'est difficile. Les filles n'ont pas de toilettes dans certaines écoles, donc elles arrêtent l'école obligatoirement. Et donc on vient en support un petit peu grâce à ce partenariat pour leur dire, voilà, on va rapprocher une petite école, peut-être une classe, autour d'un petit hameau. Il y aura peut-être que 10 ou 15 enfants avec un professeur. Et puis voilà, et tout le monde est content. Et puis ce que je réalise surtout, c'est cette solidarité qu'il y a quand on fait ce projet-là entre les riverains, les gens, les parents de ces enfants-là, et puis ils sont toujours reconnaissants. Donc, on leur ramène quelque chose, une espèce une petite goutte, mais il nous donne beaucoup, beaucoup de bonheur pour nous, parce que c'est aussi, même si on a modestement réalisé certaines choses, tout ça, quand on voit le retour de ces enfants et de leurs parents en termes d'humanité, je peux vous dire que c'est une force inébranlable pour pouvoir continuer. Donc, si on réunit tous nos forces sur ça, pourquoi on fait ça? Parce que je vois la réalité des choses. On a évoqué plein d'exemples ce que le pouvoir du sport peut faire et l'éducation aussi. Tout à l'heure, vous parlez des Jeux Olympiques, mais moi, j'ai fait le rugby. On l'a simplifié pour qu'il puisse toucher le monde entier. Vous savez, le rugby, c'est un sport à 15, compliqué, mais il a été créé, le rugby à 7, pour pouvoir toucher tous les continents. Il est olympique depuis les Jeux Olympiques du Brésil, il y a 8 ans, et je peux vous dire que c'est quelque chose qui est extraordinairement forte, notamment d'ailleurs quand je vois les Kenyans et les Kenyennes, parce que c'est quelque chose, c'est les filles qui se retrouvent maintenant 3e
pays mondial en termes de résultats par le biais de cette simplification de ce sport qui touche des gabarits, des tissus sociaux un peu partout dans le monde. Alors justement, Abdelatif, si vous me permettez, je voudrais revenir à des questions posées par les participants qui nous suivent et que je remercie d'ailleurs. Et il y a une question sur comment le sport, une question de Ahmed, comment le sport peut servir l'universalisme sans perdre les valeurs humaines. Peut-être une réaction de François? On voit la question s'afficher. Comment le sport peut servir? Ahmed, déjà, pour dire, la question d'Ahmed, elle est intéressante parce que les Jeux Olympiques, il faut bien quand même se dire que ce n'est pas pour mettre la pression à personne, mais c'est le seul événement qui est représentatif de l'universalité positive. Il n'y en a pas d'autre. Cherchez, c'est le seul événement représentatif de l'universalité positive. Donc ça met quand même une pression sur cet événement, et évidemment sur avant-après ce que peut générer l'olympisme. La réponse à Ahmed, elle a été donnée à l'instant, à la fois par Abdelatif et Laurence. C'est-à-dire que qu'est-ce que c'est que le sport? J'ai commencé en disant le sport, ça a été inventé par des hommes anglais. Et ça a été inventé pour faire la guerre, pour faire de la compétition, pour faire du business, pour coloniser le monde. Donc l'antidote à ça, à ce problème-là, eh bien, c'est précisément de le féminiser, de féminiser le sport au maximum, le plus possible. Et il ne faut pas oublier quand même que ce sport, il est né, c'est les valeurs du gentleman britannique. En France, il a explosé après 1970 dans l'idée de revanche face aux Allemands. Donc, dès le départ, il y avait vraiment cette tension avec Pierre de Coubertin, d'accord, mais en fait, ce sport anglais, il a quand même été fait beaucoup pour faire la guerre, donc le féminiser, première chose. Et puis, comme le dit Abdelatif, le mettre à échelle d'enfant. Et donc, si on le féminise et qu'on le met à échelle d'enfant, on arrive à une conception du sport qui redonne de la place aux jeux JEU, qui redonne de la place à pourquoi on se rencontre, pourquoi depuis la nuit des temps, eh bien, on pratique des exercices physiques ensemble. Justement, François, je voudrais reprendre une autre question qui va dans ce sens-là de M. Badr Fakir, que je salue par l'occasion. Et il dit, bon, d'abord, un panel de haute qualité, chapeau au CNOM. Ma question est, comment traduire le sport et l'universalisme dans un aspect apolitique? C'est un peu ce que vous dites, François. Il faut sortir le sport de la politique, en quelque sorte. Moins de politique et plus de droits de l'homme. Comment on peut répondre à cette question? D'ailleurs, c'est Abdelatif et puis Laurence après, qui est maintenant diplomate, est-ce qu'on peut vraiment séparer le sport de, entre guillemets, la politique, ou est-ce qu'on peut faire quelque chose pour que le sport ne soit pas politisé? Alors, il y a politique et politique. Les politiques pour faire avancer les choses, je suis 100% pour. Mais les politiques pour pouvoir manipuler pour récupérer et puis récupérer certains bénéfices à soi ou à une petite communauté, je suis 100% contre. Et malheureusement, vous savez, le sport, ça génère, je disais tout à l'heure, les Coupes du Monde de rugby, par exemple, c'est le troisième événement mondial après les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de foot. C'est 2,5 milliards de téléspectateurs. Ben, ça attire des convoitises. Mandela jouait un rôle politique, mais c'était en faveur de son pays, en faveur de l'universalité, en faveur des valeurs. Voilà, la politique, elle joue un rôle. Même, je leur donne mon essai, c'est pas grave. Quand j'ai vu la finale et j'ai vu les Noirs embrasser les Blancs, j'ai dit, ça m'a apaisé. J'ai dit, le rugby, c'est autre chose que de perdre et de gagner. Ça a fait avancer certaines choses. La politique, là, elle a joué son rôle. Mais la politique, pour pouvoir transgresser les règles et pouvoir utiliser voilà, donc le côté négatif, non. Et malheureusement, c'est ça qui parfois prédomine, qui dénature les choses et qui dénature notamment certains pays émergents. Je suis originaire du Maroc, je n'oublierai jamais ce tremplin qui est parti d'Oujda et qui m'a permis de jouer en équipe nationale marocaine, qui m'a permis de voyager, de prendre confiance en moi et qui m'a permis de connaître des gens fondateurs de ce sport au Maroc, donner des ailes avec un bon respect pour eux. Mais au fil du temps, tout ça a changé. Tout ça a changé pour des intérêts personnels.
Donc, je me reconnais plus sur ça. Et c'est ça le néfaste. Ces pays émergents où il n'y a plus un contrôle, et en soi-disant, où normalement tout doit institutionnaliser. Une fédération est sous tutelle d'un ministère, donc sous contrôle, avec une gestion et autres, avec des contrats de performance, de la formation, de tout ça. Mais quand tout ça n'est pas lié, pas respecté pour ces jeunes pays où, avant, malheureusement, quand ça marchait, il y avait une espèce de directive royaliste des fois, où on demande des choses où tout le monde avait peur, mais ce n'était pas soi-disant la démocratie, parce qu'on a dénoncé. Aujourd'hui, on parle de démocratie, mais on fait n'importe quoi sur certains statuts. On ne laisse pas les choses naturellement, on ne donne pas l'espoir à certaines personnes de pouvoir amener leur pierre à l'édifice. Là, le Maroc, il est suspendu 5 ans de tout concert international. Est-ce qu'on a pensé à des milliers de filles et de garçons pour pouvoir faire des compétitions? Non. Mais pourquoi il n'y a pas une réaction ministérielle pour pouvoir répondre à cette institution mondiale qui donne de l'argent, qui envoie des éducateurs ou des gens pour pouvoir faire évoluer ça et donner cet espoir à ces jeunesses. Voilà le problème de la politique. C'est ça qui est pas bon. Donc, voilà. Donc, l'histoire, on l'a eu avec Mandela et autres, il y a eu pas mal de phénomènes. Mohamed Ali a joué un rôle extraordinaire. Comment il s'appelle l'Américain là, qui a porté le point, qui tout le monde. Voilà. En Ouest. Alors, on va revenir sur François. Oui, François, vous vouliez dire quelque chose. Votre micro. Non, je précisais qu'il s'agissait de Tommy Smith. Oui. Smith. Et ce qui est important, Abdelatif, je pense, alors j'ai eu la chance d'interviewer Tommy Smith. Tommy Smith n'était pas un militant politique. John Carlos, qui a terminé 3e de la course, lui était vraiment un militant. Mais Tommy Smith, il l'a fait par solidarité. Il l'a fait par solidarité. Il faut rappeler quand même que dans la course, il y avait un Français, Roger Bambuc, et que Roger Bambuc, s'il avait terminé sur le podium, il aurait aussi, par solidarité, levé ce point ganté. Il faut rappeler qu'on était à Mexico. Et à Mexico, le stade était rempli d'Américains qui étaient à la frontière et qui avaient pu s'acheter un billet, ce qui n'était pas forcément le cas de tous les Mexicains. Et donc, quand Tommy Smith est sorti, il est sorti sous les cris et les crachats des Américains blancs qui l'ont voué aux gémonies pendant des années. Merci beaucoup François pour ces précisions. Nous arrivons vers la fin de notre visioconférence. On est déjà à 1h12. Le temps passe vite. Je voudrais qu'on aille sur, je dirais, un mot de la fin, une conclusion. Qu'est-ce qu'on doit retenir de vous, de votre expérience? Bien sûr, c'est beaucoup, en peu de temps, mais l'essentiel. On commence par vous, Laurence? Oui. Écoutez, je pense que, d'abord, un grand merci pour ce temps d'échange vraiment très enrichissant. J'ai aussi beaucoup appris de François et d'Abdelatif. C'était passionnant. Merci à ça. Simplement, je pense que le sport est universel parce qu'aussi extrêmement puissant, parce qu'il touche au plus profond de ce que nous sommes, les êtres humains. Et je pense aussi qu'on n'en est qu'au début du potentiel d'impact, et peut-être encore plus aujourd'hui dans la considération qu'on peut en avoir de l'importance que ça peut avoir sur notre condition d'être humain. Voilà, on le découvre, on le voit, ça a été vraiment dit pendant ces échanges, et donc il faut y croire, il faut continuer à s'engager. Je pense que l'engagement est fondamental. Il faut continuer à chercher, il faut continuer à être positif et à mettre en avant les bonnes pratiques pour aussi contrer les mauvaises, parce qu'elles sont là et en même temps très, très, très en miroir de notre nature humaine, je crois. Mais je pense que ici, nous sommes des convaincus de son universalité et de ce que ça peut apporter. Voilà, donc continuer aussi à être solidaire, à créer une chaîne de solidarité aussi de tous ceux qui croient au pouvoir du sport. Voilà. En tout cas, pour rebondir sur la chaîne de solidarité,
Laurence, vous avez beaucoup de missions à mener par rapport à votre nouvelle fonction. Sachez que le Maroc est là pour vous accueillir si vous avez des projets à développer entre la France et le Maroc. On le fera avec vous et avec grand plaisir. Et moi, je vous renouvelle mes remerciements d'avoir accepté d'être présente avec nous à ce webinaire. C'est Abdeltaïb Benazi, un mot de la fin? Moi, je suis d'abord très honoré d'avoir participé à ça et j'ai pris beaucoup de plaisir à pouvoir échanger et écouter ces intervenants qui sont très, très intéressants, dans la mesure où, pour moi, il ne faut pas voir le sport simplement comme une compétition. Bien sûr, la compétition est très importante. Bien sûr, ça génère des envies et tout ça. Mais il faut voir le sport d'une façon beaucoup plus globaliste et généraliste. Ce que ça génère et ce que ça procure comme satisfaction pour l'être humain. C'est ça qui est intéressant. Et quand on parle de l'universalité, etc., c'est pouvoir un petit peu toucher toutes les catégories sociales dans le monde entier, ce que les personnes qui n'ont pas accès peut-être à certaines choses qui sont beaucoup plus faciles pour nous, proximité de l'Europe, ou proximité de l'Afrique, aux États-Unis, etc. Donc voilà, il faut voir ça. Et notre rôle, nous, en tant que sportifs de haut niveau ou quelque part ambassadeurs, c'est d'être des missionnaires. Donc nous, on est quelque part, il faut qu'on soit le garant de ces valeurs-là. Il faut qu'on soit toujours à disposition d'une nouvelle génération pour porter ces valeurs encore plus haut et de pouvoir perpétuer cette sensation qui est phénoménale dans ce monde du sport. Le sport rapproche les êtres, le sport rapproche les pauvres et les riches. Il n'y a pas de, tout le monde est égaux devant une émotion sportive. Quand vous voyez un titre de champion olympique ou ce que ça peut générer comme émotion, tout le monde se reconnaît sur ça. Hein. Donc, voilà. Donc, encore une fois, voyons le sport par ce côté-là, c'est de pouvoir toucher l'universel et toucher un petit peu les gens qui n'ont pas le pouvoir de pouvoir réaliser certains rêves et qu'on puisse venir vers eux et leur tendre la main. En tout cas, Saabtif, merci beaucoup. J'ai lu votre biographie. Elle est inspirante pour plein de jeunes, quel que soit l'endroit géographique, que ce soit au Maroc ou ailleurs. Et bravo pour l'association Nour et ce que vous faites, parce que effectivement, plein de jeunes qui sont dans des lieux reculés ont besoin de rapprocher la scolarité vers eux et ne pas les laisser faire pratiquement 15 km, 20 km sous la pluie quand il fait froid, etc. C'est pas évident et ça les pousse à abandonner beaucoup plus facilement. Et on sait très bien qu'un peuple sans éducation est un peuple condamné au déclin. Merci pour ce que vous faites, Saad Taif. Merci beaucoup. Mon cher François, un mot de la fin pour vous? Un tout petit mot pour te remercier, Hassan. Te remercier de m'avoir mis sur le même panel que Laurence et Abdelatif, parce que c'est vrai que c'est des émotions, en fait, que c'est des souvenirs d'émotions, pas si anciens, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas en train de vous... Mais c'est des souvenirs d'émotions, parce qu'avoir vu vos exploits, ça rappelle quand on les a vus, avec qui on les a vus, le plus souvent en famille, c'est des moments partagés, et ça c'est vraiment le sport. Il n'y a que le sport qui peut procurer ça. Et puis, à vous entendre et à entendre vos projets, je me dis à quel point le sport est la meilleure école pour faire des bons citoyens, des citoyens qui sont tournés vers les autres. Et donc, peut-être que mon mot de la fin, ça serait pour faire en sorte que les collaborations entre le monde scolaire et le monde sportif soit encore plus important. Vous savez qu'en France, l'UNSS, l'Union du sport dans le second degré, créée par Jean Zay en 1938, est la troisième fédération derrière le foot et le tennis. Ça pourrait peut-être même être encore mieux. Et il n'y a pas longtemps, il y a eu la 10e journée nationale du sport scolaire qui était autour du thème de l'interculturalité. Et justement où il avait été dit que la pratique sportive, c'était la pratique qui permettait de favoriser le mieux l'universalité et la justice entre les peuples. Donc merci à tous, vraiment. J'étais très content de partager ce moment avec vous. Merci beaucoup, François. Merci à vous trois. Merci infiniment. Au nom du Comité national olympique, je vous dis un grand merci. Et sachez que le Comité olympique marocain, vraiment, c'est la maison de tous les sportifs. Il est ouvert à tous et il est à votre disposition.
et nous sommes à l'écoute de vos propositions pour participer à tirer tout le mouvement sportif et non sportif, parce qu'on n'exclut personne, vers cette excellence que le sport nous a appris. Merci beaucoup à vous et agréable soirée. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, qui nous soutiennent. Merci pour vos questions. Je n'ai pas pu poser toutes les questions. Merci pour vos encouragements. Alors, juste une petite précision. Je suis très flatté quand je reçois vos remerciements personnels, mais sachez qu'il y a toute une équipe derrière cette production, derrière cette réalisation pour qu'on puisse partager avec vous, je dirais, des thématiques autour du sport national, du sport international. Notre objectif, c'est vraiment d'être au service du sport national. Et je remercie toute l'équipe. Je suis, je dirais, à l'avant et à l'affiche, mais il y a toute une équipe derrière qui travaille d'arrache-pied qu'on doit tous remercier. Merci à vous surtout pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos encouragements. Et vive le sport, vive le Maroc.